Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, ce jeudi, c'est la fête du 2 octobre. Ce jour a vu la Guinée prendre son destin en main. Le pays a accédé à son indépendance. La fête tiendra toutes ses promesses à travers les travaux d'embellissement de la ville. Fête de l'indépendance. Ce soir, nous allons nous intéresser au rond-point du 8 novembre et du stade du 28 septembre. Ces édifices sont tous regroupés dans un corridor qui, depuis plusieurs années, structure une bonne partie de la vie des Guinéens. Comment sont-ils nés? Élément de réponse dans ce journal. La lutte contre le cancer du sein, Octobre Rose, est lancée. Il s'agit pour le ministère de la Santé et ses partenaires d'intensifier les stratégies de lutte afin de diminuer le dépistage tardif des malades. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et vous êtes les bienvenus. À la une de l'actualité ce soir, l'adresse à la nation du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, s'est exprimé à l'occasion de la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Je vous propose de suivre l'intégralité de son discours. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, en ces jours mémorables, nous célébrons le 67e anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie, la République de Guinée. Une journée de fierté et de responsabilité. Le 2 octobre 1958, nos vaillants devanciers ont fait le choix courageux de la liberté et de la dignité qui demeure pour nous une source inépuisable d'inspiration. Aujourd'hui, 67 ans après la proclamation de notre indépendance, le thème que nous avons retenu, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Souveraineté économique. Traduit notre volonté de continuer à assumer notre souveraineté économique et politique pour le plus grand bonheur du peuple souverain de Guinée. Et de rester fidèle à l'esprit de nos pères fondateurs tout en ouvrant un nouveau chapitre pour la Guinée. Depuis le 5 septembre 2021, nous avons engagé notre pays dans une dynamique nouvelle, celle de l'ordre, de la discipline, du vivre ensemble et de l'excellence au service exclusif du peuple souverain de Guinée. Les résultats sont là. La République de Guinée a obtenu sa première notation souveraine inaugurale classée B+, avec perspective stable par une agence internationale. Une première dans notre histoire qui témoigne de la crédibilité de nos réformes et de la confiance de la communauté financière internationale. Cette reconnaissance propulse désormais la Guinée au rang de deuxième puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest, ouvrant la voie
à des financements compétitifs et durables pour soutenir nos priorités nationales. Nous finalisons la mise en place du Fonds souverain de Guinée, outil stratégique qui garantira la gestion optimale de nos ressources au bénéfice des générations actuelles et futures. Le programme Simandou 2040 est le moteur de notre avenir. C'est un véritable pont vers la prospérité. Le capital humain est au cœur de ma vision pour le développement socio-économique durable et responsable de notre pays. Simandou 2040, c'est avant tout vous les femmes, les hommes, les filles et les fils de notre nation, ensemble en unissant nos forces et nos intelligences, nous sommes capables d'assumer pleinement notre souveraineté économique et politique. Nous avons le devoir de tracer la voie, de bâtir un pont solide vers une prospérité durable, afin d'assurer le bien-être du peuple souverain de Guinée. Simandou 2040, c'est l'exploitation rationnelle et transparente de nos ressources naturelles, le financement de nos infrastructures modernes, chemins de fer, ports, routes et énergie. L'investissement dans le capital humain d'excellence à travers l'éducation, la formation et la recherche, la promotion de notre culture, de notre identité et de notre fierté nationale pour bâtir une Guinée attractive et compétitive. C'est un programme porté par l'exigence d'excellence, de rigueur et de discipline, afin que nos ressources nationales soient mises au service du bien-être collectif et de la prospérité de notre peuple. Chers compatriotes, la souveraineté économique que nous construisons n'est pas une fin en soi. Elle est le moyen de garantir à chaque Guinéen et chaque Guinéenne l'accès à l'emploi, à l'éducation et la santé, à l'amélioration des conditions de vie, la sécurité alimentaire et énergétique, la justice sociale et la solidarité nationale. Nous avançons ensemble vers une Guinée debout, respectée et fière d'assumer son destin. En ce 67e anniversaire, j'adresse ma profonde gratitude à toutes les générations de Guinéennes et Guinéens qui, par leur courage et leur sacrifice, ont rendu notre nation possible. Je rends hommage à notre peuple, aux forces de défense et de sécurité, aux travailleurs, à la jeunesse et aux femmes de Guinée qui sont la sève et l'avenir de la République de Guinée. J'ai une pensée pour nos compatriotes récemment arrachés à notre affection et ceux qui sont souffrants ou alités à l'endroit desquels je formule des vœux de prompt rétablissement. À toutes et à tous, je lance un appel. Restons unis, disciplinés et solidaires, car c'est ensemble et seulement ensemble
que nous construirons la Guinée de demain. Vive l'unité nationale, vive la souveraineté économique de notre pays, vive la République de Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. Dans quelques heures, donc, les Guinéens vont célébrer le 2 octobre, date anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale dans la capitale. L'heure est au dernier réglage. En plus de la place des Martyrs, les travaux d'embellissement sont effectués dans les différents ronds-points. Reportage de Moussa Bangora. La Guinée s'apprête à fêter les 67 ans de son accession à l'indépendance. Ici, à Conakry, les préparatifs vont bon train. Le gouvernorat est sur pied pour rendre belle la capitale avant le 2 octobre. Le 2 octobre ne pouvait pas se faire comme tous les mois. Il faut que nous montrons à la population de Conakry qu'il y a un événement qui arrive. C'est ce qui nous amène à embellir tout Conakry, les carrefours, mais plus principalement la place des Martyrs grâce à l'accompagnement du président de la République. Vous voyez la beauté de Conakry aujourd'hui, de toutes les communes à l'approche de cette fête. À la place des Martyrs, lieu retenu pour des hommages aux dévanciers, ouvriers et services d'assainissement, s'active pour changer l'image de ce site historique. Nous venons en appui à la commune de Kaloum pour nettoyer et donner coup de main pour le nettoyage des voiries, comme vous l'avez bien constaté avec nos matériels sophistiqués. Semaine de propriété à Kaloum. Nous sommes au rond-point de la Banque centrale comme ça, de là jusqu'à Niassidine. Également au niveau du port autonome, de la place des Martyrs jusqu'au port autonome. Rond-point port autonome aussi, on continue jusqu'au niveau du ministère de la Jeunesse. Donc les axes sont répartis. Nous évoluons avant, pendant et après. Ces travaux d'aménagement et d'embellissement touchent aussi les grands carrefours et ronds-points de la capitale. Partout, le changement est visible. Ces choses-là sont à préserver. Ça y va dans notre intérêt. Félicitations toujours à Madame la gouverneure, sans oublier M. le Président de la République. Dans les rues, l'équipe du gouvernorat est mobilisée. Dans cette ferveur de la fête, même les terre-pleins centraux ont reçu leur couche de peinture. Cette année, le 2 octobre sera célébré sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique ». La ville de Bokeh, dans la ferveur de la fête nationale du 2 octobre prévue ce jeudi, est délabrée depuis plusieurs années. La place des Martyrs fait peau neuve, entièrement rénovée et équipée par Tandem UMS et Consortium SMB Winning. Cet espace chargé d'histoire a été officiellement remis aux autorités préfectorales et régionales de Bokeh. Reportage de Moussa Namina Keita et Mamadi Terna Kamisoko. En chantier depuis la première fête tournante de l'indépendance en 2012, la place des Martyrs de Bokeh renaît aujourd'hui avec une splendeur exceptionnelle. Lieu de mémoire, cet espace emblématique redevient un cadre digne pour honorer la bravoure de ceux qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de la Guinée.
À la veille du 67e anniversaire de la souveraineté nationale prévu ce 2 octobre, ce joyau architectural rénové par le consortium SMB Winning et UMS est officiellement remis à la population lors d'une cérémonie empreinte de solennité et de fierté citoyenne. La place des Martyrs est d'abord un symbole. En la réhabilitant, nous choisissons de préserver la mémoire, de transmettre l'histoire et d'offrir à la jeunesse un repère civique pour rassembler, célébrer et apprendre. Dans l'avenir, le consortium SMB souhaite vivre en harmonie avec la communauté qui vient et espère marcher main dans la main. Après les travaux, la place des Martyrs de Bokeh se dote désormais d'un podium couvert, d'un système moderne d'adduction d'eau, d'une cafétéria et de toilettes publiques. Ces nouveaux aménagements offrent des conditions optimales pour accueillir des grandes cérémonies et renforcer l'image de la ville. La place des Martyrs n'est pas seulement un espace public, elle est un haut lieu de mémoire collective. Un symbole fort et sacrifice, de courage et l'attachement à la nation. Il ne faudrait pas que l'image que nous avons aujourd'hui de cette place de Martyrs soit une image précaire. Ou demain matin, on va commencer à démolir encore ce qui a été maudit. On va commencer à salir. On va commencer à envoyer des encombrants physiques. On va commencer à mettre le ballon dedans. Ceci incombe de notre responsabilité, mesdames et messieurs. Pour les habitants de Bokeh, c'est une véritable fierté, un lieu qui conjugue mémoire et avenir dans la perspective d'un 2 octobre, placé sous le signe de l'unité et de la grandeur nationale. La ville de Sigiri s'anime également d'une ferveur particulière à l'occasion de la fête de l'indépendance. Cette année, ce n'est pas seulement le rythme des tambours, c'est sous le signe de la propriété, de l'engagement citoyen et d'un renouveau urbain. Tous les artères publiques font peau neuve pour vivre en apothéose à la fête nationale du 2 octobre dans un environnement sain. Moussa Koumara. À quelques heures du 2 octobre, jour de fête de l'indépendance, la ville de Sigiri se transforme et pas seulement pour faire la fête. Ici, c'est toute une ville qui se retrousse les manches, des balais dans les mains, de la détermination dans le regard et une seule ambition, redonner à Sigiri son éclat d'or. Nous avons voulu continuer à créer un environnement très sain dans lequel nous allons fêter dans l'apothéose. Je voudrais remercier toutes les structures qui se sont déplacées pour aujourd'hui accompagner la mairie dans le cadre de l'assainissement, du grand marché, de la place des Martyrs où nous allons fêter, mais aussi du boulevard Ahmed Sékou Touré. La salubrité nous épargne de toutes les maladies. Il faut qu'on lutte pour rendre sain notre environnement. L'opération cible le marché et les artères publiques. Chaque génération semble trouver sa place dans ce mouvement citoyen. L'initiative est portée par la municipalité et s'inscrit dans une dynamique durable et de renouveau urbain. Mes voisins doivent prendre l'exemple. Jeter les ordures dans les carnivaux, même pendant la pluie, il faut arrêter. Je remercie toute la population de Sigiri d'écouter les responsables de la commune de Sigiri, tout ce qu'ils sont en train de faire. Tout ça là, ça c'est le leadership de Michel le Président de la République, Général Mamadi Doumbouya, qui a donné le ton. Chaque dernier samedi du mois, tout le monde le voit à Conakry, il est à la tête pour l'assainissement de Conakry. Sigiri aussi a adopté ce système-là. À Sigiri, la fête commence par un acte simple, mais puissant. Faire briller la ville pour mieux honorer la nation. Cette célébration parle aussi des efforts de l'armée guinéenne dans la lutte de libération nationale, créée le 1er novembre 1958, un mois après l'indépendance. L'armée guinéenne a aussitôt été déployée sur plusieurs fronts à travers l'Afrique afin d'accompagner certains pays africains dans leur lutte d'accession à l'indépendance. Nous revenons sur ce parcours dans un commentaire du sous-lieutenant Lamine Sana Camara, correspondant de la presse militaire. Le 2 octobre 1958 marque un tournant dans l'histoire de la Guinée. Le pays accède à l'indépendance.
Moins d'un mois plus tard, le 1er novembre 1958, le nouvel État fonde officiellement son armée sous la direction de figures pionnières comme le capitaine Noumandian Keïta, nommé le 3 octobre secrétaire d'État à la défense nationale par le feu président Ahmed Sékou Touré. Les forces armées guinéennes ont contribué à plusieurs luttes de libération sur le continent et participé à des missions de maintien de la paix à travers l'Afrique. En République démocratique du Congo, ex-Zaïre, de juillet 1960 à février 1961. En Guinée-Bissau, de 1963 à 1974. Au début des années 70, un contingent de soldats guinéens placés sous le commandement de l'aspirant Amadou Kouyaté intervient en Sierra Leone pour restaurer la légitimité constitutionnelle dans ce pays frère. En 1976, un autre contingent de soldats guinéens placés sous le commandement du capitaine Idrissa Condé est envoyé en Angola. De janvier à septembre 1976. En 1977, la République du Bénin est victime d'une agression armée perpétrée par des mercenaires européens et africains, dont le célèbre Bob Denard. Là aussi, l'armée guinéenne est mobilisée. Au Libéria, en 1979, pour la première fois, un contingent de militaires guinéens placé sous le commandement du capitaine Kerfala Camara débarque à Monrovia suite aux émeutes ayant éclaté dans ce pays. La présence de soldats guinéens fait éviter la guerre civile à ce pays et permet au président Tolbert de reprendre la main. La Guinée est le seul pays, je dis bien le seul pays en Afrique, ayant intervenu dans 15 pays, soit pour rétablir leur souveraineté nationale, comme le Bénin, soit pour leur indépendance nationale, comme l'Afrique du Sud, comme le Mozambique, comme la Guinée-Bissau, comme l'Angola, j'en passe des meilleurs. Ou pour restaurer même leur chef d'État, comme la Sierra Leone, comme le Libéria. Au compte des missions internationales de pacification et de maintien de la paix sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, ONU, l'armée guinéenne a été présente au Sahara occidental, MINURSO, de 1991 à 2000. Au Rwanda, de septembre 1994 à septembre 1996, au Burundi du 25 septembre 1994 au 13 août 1997, à Kida dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité du Nord Mali, MINUSMA. Fidèle à sa vision panafricaniste, la Guinée, à travers son armée, a apporté son soutien à plusieurs autres mouvements de libération sur le continent. Aujourd'hui, plus qu'hier encore, l'armée guinéenne effectue des missions qui témoignent la volonté ardente de ses autorités à œuvrer pour l'émancipation des peuples africains. Ce soir, nous allons tenter de cerner l'histoire de certains symboles du pays et des infrastructures dont la réalisation a été décidée par le premier régime grâce à la clairvoyance et le leadership du camarade Ahmed Sékou Touré. En plus de cette vision, ces édifices sont tous regroupés dans un corridor qui, depuis plusieurs années, structure une bonne partie de la vie des Guinéens. Immersion dans ce corridor signé Abdul Karim Kamara. Au fil des ans, il s'est révélé l'endroit où Conakry retrouve son âme, un corridor dans lequel cohabitent certaines infrastructures symboles de la Guinée. Le pont du 8 novembre, le cimetière de Cameroun, la mosquée Faisal, l'hôpital Donka, le Camboiro, l'université Gamal Abdel Nasser et le stade du 28 septembre. Ce regroupement est-il le fruit du hasard? Leur alignement n'est pas un calcul révolutionnaire ou un calcul particulier fait par le PDG. Il y a des réalisations de la date du PDG RDA, le régime de la Révolution. Il y a des réalisations postérieures à ça, liées au développement social de la Guinée coloniale. Depuis plus de 60 ans, converge dans cette partie de Conakry la gloire du ciel, le recueillement des humbles, la prouesse des bâtisseurs, l'orgueil des puissants et l'histoire d'une nation qui s'est choisi un destin en 1958. Les faits d'histoire de chacun de ces symboles s'épurent dans la nuit des temps. Le cimetière de Conakry était ici à Boulbiné. Il a fallu déplacer ce cimetière, déjà qui était encombré sous la période coloniale.
Le cimetière de Cameroun a été réalisé en 1954. La première personne décédée à l'hôpital Balais en 1954, qui a été enterrée au cimetière nouvellement ouvert de Cameroun, un certain Magasuba Mamadi, originaire de Sigri. Aussitôt libérée du joug colonial, la Guinée se met sur le chemin de son développement socio-économique. Le pont du 8 novembre est l'une des infrastructures réalisées au cours du premier plan quinquennal du pays. À cela s'ajoute l'université Gamal Abdel Nasser, à l'époque Institut Polytechnique de Conakry. Des infrastructures obtenues grâce à la collaboration entre la Guinée et l'Union soviétique. Ce que vous voyez comme ça, là, ce qu'on appelle en anthropologie topocentrique, c'est la ville, c'est le centre, c'est le cœur de la ville. Mais classiquement, les villes classiques, c'était topocentrique. C'est-à-dire que toutes les activités vivaces étaient là. Sur le plan anthropologique, nous avons ces trois cycles. Donc la naissance, la vie et la mort. C'est que c'est le lieu commun, c'est le lieu partagé, c'est le symbole, c'est l'histoire de la Guinée qui est symbolisée là. Dans la même suite logique, le stade du 28 septembre, avec 25 000 places, est aussi construit. Une enceinte qui est aujourd'hui l'un des plus grands chapitres de l'histoire de la Guinée. C'est le premier complexe sportif de la sous-région d'une telle grandeur et d'une telle importance. Il a été baptisé à la date du 28 septembre pour honorer notre fierté, notre dignité, notre honneur, en votant non le 28 septembre 1958. Pour la construction de la mosquée Faisal, l'inaltérable volonté du camarade Ahmed Sékou Touré à se saigner aux 4 veines pour son peuple se cache derrière une histoire fascinante. Lors de sa visite en Arabie Saoudite, il est gratifié par le roi Faisal qui lui aurait offert 10 millions de dollars, une somme que Sékou Touré décida de mettre au service de la nation. En le remerciant pour lui avoir offert cette somme, le président Ahmed Sékou Touré l'a supplié d'accepter cette somme de sa part, c'est son argent maintenant, d'accepter, trouver quelque chose parce que sa ville, son pays, notamment sa ville, sa capitale, n'a pas une mosquée digne de Conakry, de la Guinée, qui a plus de 90% de musulmans. Faisal a été impressionné par cette déclaration. Il a promis la réalisation de cette mosquée. C'est un édificateur, c'est un constructeur, c'est quelqu'un qui a de la vision, qui a le sens de l'histoire, qui sait se référer de son passé ou le passé de son pays, maîtriser le présent et poser les perspectives de l'avenir. Il a voulu justement mettre son cachet particulier, il a voulu laisser ses traces, il a voulu imprimer sa vision, il a voulu imprimer ses marques, il a voulu imprimer à la Guinée des identités symboliques. Un autre symbole, pas des moindres, du corridor est l'hôpital Donka, dont la réalisation a commencé sous le joug colonial et achevée entièrement par le régime Sékou Touré. À côté, le camp Boiro, camp des gardes-cercles, première unité de défense et de sécurité de la Guinée française. Ce n'est qu'à partir de 1969 que ce camp a porté le nom de Mamadou Boiro, un commissaire de police. Il était chargé de convoyer des présumés comploteurs par un vol ordinaire, parce qu'il y avait des passagers dedans, après l'escale de Cancan, pour venir à Conakry. Il a été largué par ceux qui devraient être transportés ici. En l'honneur de ce jeune policier de l'époque, et le camp de la garde républicaine a porté le nom du camp Mamadou Boiro. Pour moult observateurs, Sékou Touré surreliait des continents politiques qui auraient pu s'entrechoquer ou dériver. Il sut percevoir, avant les autres, le déplacement des pôles et la fonte des glaces. Il sut rassembler
et faire barrage. Au fil des décennies, ces symboles deviennent des reliques du passé pour les Guinéens. Avec le vent de la modernité, ils sont rénovés ou reconstruits. Plus que jamais, ces faits d'histoire visent la mémoire collective. Sur la route infinie de l'histoire, les Guinéens useront de la symbolique de ces infrastructures pour s'unir et traverser des âges sur des roues qui ne crèvent jamais. En 67 de l'indépendance de la Guinée, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses lance un appel à une journée de prière dans les lieux de culte. Les responsables sont invités à organiser des séances à cet effet pour rendre gloire à Dieu et prier pour la Guinée. Il est au micro de son Assagnon. À l'occasion du 67e anniversaire de l'indépendance, de la souveraineté de notre cher pays, la République de Guinée, je voudrais, au nom du secrétariat général des affaires religieuses, de tous les services déconcentrés du secrétariat général des affaires religieuses et la population croyante, musulmane et chrétienne de Guinée, souhaiter toutes mes meilleurs vœux les plus sincères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, au Premier ministre et au peuple de Guinée. À travers cette occasion solennelle, j'invite très respectueusement tous les services déconcentrés du secrétariat général des affaires religieuses de consacrer la journée du 2 octobre sur les prières, les invocations et le rappel des Guinéennes à l'importance de l'esprit, de la paix, de la sagesse, de l'unité nationale et de la tolérance. Pour les 67 ans de notre souveraineté nationale, le mouvement pour la préservation des acquis du général Mamadi Doumbouya a décidé de mener une action en faveur des personnes malades, des femmes enceintes et celles qui viennent d'accoucher. Ce mouvement bénéficie du soutien du ministre Fana Souma. Le patron du ministère de l'Information et de la Communication en a profité pour inviter les populations à soutenir le chef de l'État, Thierno Ousmane Diallo. Pour marquer la célébration du 67e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance, le mouvement pour la préservation des acquis du président général Mamadi Doumbouya se distingue en étant proche des femmes et des nouveau-nés dans les structures hospitalières. Un appel à la solidarité aussi pour faire ressentir à tous, comme ici au CMC Rabat, la joie de vivre, un moment qui rappelle une des belles pages de l'histoire de la Guinée à un moment décisif de l'évolution du pays. Vraiment, je suis très ravie, très contente. Je n'attendais pas à voir ça. Vraiment, merci. Nous, demain, nous serions tout joyeux et ils seront un peu souffrants. Donc, on vient pour les assister et en même temps leur parler de tout ce qui est bien pour le pays. Aux côtés du MPAGMD, le ministre de l'Information et de la Communication a souligné les efforts entrepris par le chef de l'État pour la transformation socio-économique de la Guinée, notamment les investissements dans les secteurs sociaux et l'attention particulière portée envers les femmes et les enfants. Nous sommes à quelques heures de la célébration de la fête du 2 octobre. Donc voir une ONG qui pense aux enfants, qui pense à assister les nouveau-nés, je crois que c'est une action à encourager. C'est pourquoi j'ai pris tout mon temps pour venir les assister, pour venir les accompagner. Et surtout, d'ailleurs, c'est une ONG qui soutient les actions du chef de l'État et qui soutient les actions du chef de l'État, soutient le gouvernement, soutient le peuple de Guinée. C'est effectivement la priorité du chef de l'État, la préoccupation du chef de l'État. Vous savez que depuis le 5 septembre, il continue toujours à assister les enfants, il continue à assister les femmes, il continue à assister d'ailleurs les couches vulnérables. Je crois que il est de notre devoir de continuer à soutenir dans ce sens. Marqué par les actions de développement sous le CNRD, le MPAGMD va intensifier ses initiatives sur le terrain avec l'accompagnement du ministre Fana Souma
pour mobiliser la population autour des acquis obtenus et d'un idéal de développement qui rassure avec le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Sur un autre plan, c'est parti pour Octobre Rose, le mois dédié à l'intensification de la lutte contre le cancer du sein. C'est aujourd'hui qu'a eu lieu le lancement officiel de la campagne nationale. Durant un mois, plusieurs actions en lien avec le dépistage et les moyens de prévention des cancers féminins sont prévues. Reportage de Hadia Toubaré. Les cancers du sein et du col de l'utérus représentent plus de la moitié des cancers en Guinée. Ces deux formes touchent chaque année environ 3000 femmes selon les données du registre de cancer. Dans cette salle, les acteurs à tous les niveaux se mobilisent pour une lutte commune. Le Rose annonce les activités de prévention, de dépistage et de traitement à mener en ce mois d'octobre. Si on prend le cancer du sein, un malade sur 4 qui consulte a un cancer du sein au niveau du service de cancérologie. Et le cancer du col aussi, c'est le premier cancer au niveau national. Donc il y a au minimum 19 structures de santé qui sont planifiées pour offrir des services de dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus, mais aussi du cancer du sein. Il faut qu'on essaie de prendre une approche holistique. Nul ne peut ignorer l'impact des maladies chroniques sur la santé mentale. Sans la santé mentale, il n'y a pas de santé. Pour cette année, la lutte contre les cancers féminins intègre celle des maladies mentales qui ont de plus en plus de répercussions psychosociales. Des doléances en faveur d'une prise en charge intégrée sont posées par les acteurs de la société civile. Nous demandons instantanément aux autorités nationales de rendre le dépistage accessible et gratuit. Le coût du dépistage précoce par la mammographie, l'échographie mammaire est un obstacle majeur pour une large majorité des femmes guinéennes. Nous plaidons pour la subvention totale de ces examens pour les femmes à partir de 40 ans. Nous demandons le déploiement d'unités mobiles de dépistage dans les régions et préfectures. Malgré les efforts fournis, la lutte contre le cancer fait face à de nombreux défis en termes de prise en charge des patients. À cette rencontre, la construction d'un institut national du cancer est annoncée. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a élaboré, validé et obtenu le financement de 52 millions d'euros avec l'appui de la Banque islamique de développement pour, entre autres, la construction d'un centre de cancérologie en République de Guinée. Ce projet sera lancé le 6 octobre présent et donc nous allons nous atteler dès maintenant à la mise en œuvre pour que dans les années prochaines, nous puissions aussi offrir les soins de radiothérapie en République de Guinée. Donc on va accompagner le ministère de la Santé dans la sensibilisation des organisations de la société civile. On va également accompagner le programme, particulièrement le programme national de lutte contre les cancers, dans la formation des prestataires, dans le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du col de l'utérus. La campagne d'Octobre Rose pour la lutte contre les cancers féminins va être menée à travers tout le pays. Objectif, réduire la fréquence du cancer en Guinée à travers l'information et la sensibilisation. Audience à la primature, le Premier ministre a reçu 2 délégations. Il s'agit du Lions Club conduit par le gouverneur du district 403A1 venu plaider pour la construction d'une maison d'accueil pour enfants atteints de cancer. Ensuite, le chef de gouvernement s'est entretenu avec la présidente de l'ONG Barki. Elle a remis un important lot de sacs écologiques destinés aux enfants démunis. 2 initiatives saluées et encouragées par le Premier ministre. Compte rendu Hadi Kamara. Très tôt ce matin, le Premier ministre a reçu en audience le gouverneur du district 403A1, Dr Hassan Barazi, en compagnie des officiels de son cabinet. L'entrevue est placée sous le signe du renforcement des actions humanitaires en faveur des personnes vulnérables. Nous avons fait ce plaidoyer auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour qu'il nous octroie, pour que les autorités nous octroient une parcelle, parce que nous disposons des fonds, une parcelle qui nous permettra donc de bâtir une maison d'hôtes pour ne pas que les enfants interrompent leur traitement et retournent au village. Le Premier ministre tient ici à saluer l'implication du Lions Club dans le traitement de plusieurs personnes atteintes des maladies comme la cécité, le paludisme et la réalisation de certaines activités sociales en Guinée. À peine cette cérémonie terminée,
le Premier ministre Amadou Ouriba enchaîne avec cette deuxième audience tout aussi cruciale tournée vers l'avenir de notre planète. C'est une ONG qui évolue dans le recyclage des déchets plastiques. L'objectif de notre projet, non seulement c'est de protéger l'environnement, recycler les déchets plastiques et en même temps contribuer à l'éducation scolaire des plus vulnérables, parce que la plupart des enfants aujourd'hui qui partent à l'école, ils n'ont pas les moyens de s'acheter des kits scolaires. Donc d'où la raison, nous intervenons non seulement à lutter contre la pollution plastique et contribuer à l'éducation scolaire des plus vulnérables. C'est une preuve que les grandes causes, la solidarité envers les plus fragiles et la protection de notre cadre de vie sont au cœur de l'action gouvernementale. Et puis ce communiqué portant ouverture et autorisation des opérations de coupe et de transport de bois, campagne 2025-2026. À l'attention de mesdames et messieurs, les gouverneurs de régions administratives, les préfets, sous-préfets et présidents de délégations spéciales, les inspecteurs régionaux de l'environnement et du développement durable, les directeurs préfectoraux de l'environnement et du développement durable, les chefs de section préfectorale et communale des forêts et de la faune, les chefs d'antenne préfectorale et communale de l'Office guinéen du bois, les chefs de cellules préfectorales du Fonds de l'environnement et du capital naturel, les commandants des unités régionales et préfectorales de la brigade de lutte contre la criminalité faunique et floristique, les acteurs de la filière bois. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable remercie l'ensemble des acteurs et partenaires de la filière bois pour le respect des dispositions du communiqué numéro 001 MED CAB SGG du 1er juillet 2025 relatif à l'arrêt de la coupe et du transport du bois en République de Guinée pour la période du 7 juillet au 30 septembre 2025 et félicite ainsi l'ensemble des acteurs et partenaires de la filière bois pour le respect strict des consignes liées au repos biologique. En vertu des dispositions du Code forestier et en application de l'arrêté A 2016-5019 MEF CAB SGG du 5 septembre 2016 portant réglementation de l'exploitation forestière en République de Guinée ainsi que de l'arrêté conjoint AC 2018-78-19 MEF SGG du 12 novembre 2018 instituant le paiement des redevances de coupe, des opérations de coupe et de transport de bois sont officiellement ouvertes et autorisées sur toute l'étendue du territoire national pour la campagne 2025-2026 à partir du 1er octobre 2025 exclusivement pour la consommation locale. Il convient de rappeler par ailleurs que l'exportation du bois brut reste strictement interdite. L'exportation des produits semi-finis et finis de bois demeure soumise aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable exhorte l'ensemble des acteurs de la filière bois à procéder à la constitution et au dépôt des demandes d'exploitants forestiers, artisanaux et industriels conformément aux textes subventionnés. Les services techniques compétents de l'administration forestière sont chargés d'assurer avec rigueur le contrôle, le suivi et la traçabilité des opérations tout en luttant efficacement contre la persistance de l'exploitation clandestine et la pression exercée sur certaines essences. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable rappelle que tout contrevenant aux dispositions du présent communiqué s'expose à la saisie de ces produits, au retrait de son autorisation et à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable attache du prix au strict respect et à l'application rigoureuse des présentes dispositions. Conakry, le 1er octobre 2025, la ministre de l'Environnement et du Développement durable.
Ouverture ce jeudi des travaux du forum du secteur privé. Les assises ont mobilisé plusieurs membres du gouvernement et de nombreux entrepreneurs. Il est question d'échanger sur le rôle du secteur privé pour une économie souveraine et compétitive. Le forum cadre avec le projet Simandou. On voit tout cela avec Alpha Issia Gaba, Mamadi Gassama, Mohamed Seyar Souma et Lansana Marisila. En cette semaine de l'indépendance, la souveraineté économique est célébrée. Bienvenue au forum du secteur privé. Il est réuni des membres du gouvernement ainsi que plusieurs chefs d'entreprise de la place. Les échanges sont axés sur l'apport du secteur privé au développement socio-économique de la Guinée. L'État trace la voie et crée les conditions. Mais c'est le secteur privé qui donne vie à cette vision. Le message est clair. Ce sont les entreprises, les PME et les investisseurs qui portent les projets, innovent et créent des emplois et traduisent également en actes concrets l'ambition nationale de développement et de prospérité partagée. Il faudra travailler pour l'atteinte de cette souveraineté économique de plein régime, d'où l'émergence dans le plan de développement de la Guinée vers Simandou Vision 2040, où nous aurons des objectifs clairs, des financements clairs pour atteindre l'essentiel, les déterminants de cette souveraineté économique. Ce forum se tient quelques jours seulement après la réception des premières locomotives du Transguinéen relatif au projet Simandou, un projet qui ouvre désormais la voie à un secteur privé compétitif. Après 67 ans d'indépendance politique, l'enjeu est désormais la souveraineté économique. Il ne s'agit plus seulement de célébrer, mais de bâtir une économie autonome, résiliente et inclusive. La souveraineté économique, c'est la capacité d'un pays à maîtriser ses ressources, ses chaînes de valeur et de faire des choix stratégiques pour une croissance durable et résiliente. Représentant le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre Fassine Silla a rappelé les performances budgétaires de la Guinée au cours des 4 dernières années. Depuis la prise de responsabilité du président Mamadi Doumbouya, les recettes fiscales ont bondi de 139%, passant de 18 000 milliards de GNF à 49 000 milliards à la fin de cette année. Rien que cette année, de janvier à août 2025, les recettes fiscales totales, douanes et impôts ont augmenté de près de 60% comparé à leur niveau de l'année dernière. Mais notre action ne s'arrête pas là. Pour bâtir une économie souveraine, il nous faut aussi un climat des affaires dynamique et compétitif au profit du secteur privé. L'objectif de ce forum est de faire du secteur privé un véritable moteur de croissance économique. Très prochainement, 2 défis sont à relever: le réemploi des compatriotes et la réutilisation des équipements ayant servi au démarrage du projet Simandou. En direction Abidjan, la capitale ivoirienne, où le tout premier réseau des femmes du patronat a été lancé. C'est une plateforme de partage et de lobbying des femmes dans les instances de prise de décision, notamment dans les entreprises et autres entités économiques du continent africain. La Guinée est représentée à cette rencontre par les femmes de la Confédération générale des entreprises de Guinée. Le point avec Falilou Diallo. Les femmes du continent, surtout celles de l'espace francophone, en ordre de bataille pour devenir de véritables actrices de développement de le lancement du premier réseau des femmes du patronat ivoirien. La francophonie, à travers sa secrétaire générale, accompagne le processus. C'est un réseau qui permettra aux jeunes femmes d'avoir envie, d'avoir l'ambition d'aller loin. Et c'est également, je pense, pour la Côte d'Ivoire, un point d'honneur que de voir ce bloc important de femmes qui contribuent à la croissance économique du pays et au rayonnement du pays. Nous sommes là aujourd'hui, fortement représentés. Je vous rappelle que la Guinée est accompagnée d'une délégation d'une vingtaine d'entreprises qui est là aujourd'hui pour venir
s'inspirer du modèle ivoirien et pouvoir dupliquer ce modèle en Guinée. En prenant part à cette nouvelle initiative, le patronat guinéen compte ainsi s'inspirer de ce modèle. Déjà, des stratégies sont mises en place pour améliorer la participation des femmes entrepreneuses dans la souveraineté économique nationale. Réunir les femmes chefs d'entreprise à tous les niveaux et des secteurs d'activité pour mieux enrichir ce secteur-là au sein du patronat. On a déjà notre commission en place. On était en train de s'organiser, mais on s'est dit si on vient, pourquoi ne pas essayer de faire à peu près la même chose. Pour l'heure, nous sommes là en tant que témoins. Écoutez, et ensuite on en repartira et on aura des discussions avec les personnes concernées. Souveraineté économique, le temps de l'action, l'investissement, l'innovation et la transformation seront ainsi des outils indispensables pour une participation effective des femmes à la création de richesses sur le continent africain. Et pendant ce temps, le ministre de l'Habitat supervise le chantier d'infrastructure dans la capitale. À Morikonde, une importante délégation de son cabinet était ce mercredi sur le site réservé de construction du village numérique et sur les travaux de la nouvelle chancellerie du Royaume du Maroc à Conakry. Partout, des acquis et défis relevés par le ministre et son équipe. Le point avec Mohamed Chérif Kamara. Dans sa démarche de proximité auprès des infrastructures relevant de son champ de compétences, le ministre Morikonde, accompagné de son cabinet, a entamé ce mercredi une tournée de terrain. La première étape l'a conduit sur le site réservé à la construction du village numérique. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, dès son arrivée, avait initié ce projet afin de permettre à notre jeunesse de pouvoir disposer et aussi en Guinée d'un village où la technologie peut être mise à disposition des jeunes et à l'ère de la souveraineté économique et pour que ce bijou puisse permettre à nos jeunes d'apprendre mais aussi de pouvoir être compétitifs sur la chaîne internationale. Sur les travaux du village numérique, on peut estimer le taux d'évolution des travaux à peu près dans les 55%. Parce que nous avons beaucoup avancé. Les gros œuvres, ça c'est déjà terminé. Nous sommes maintenant sur la deuxième étape. Ensuite, le ministre s'est rendu sur le site destiné à abriter la chancellerie du Royaume du Maroc ainsi que la résidence de l'ambassadeur du Royaume chérifien en Guinée. Deux projets majeurs qui visent à renforcer les liens de coopération entre Conakry et Rabat. Ce site comprendra aussi bien une chancellerie et la résidence principale de l'ambassadeur. C'est un site qui aura une architecture typiquement marocaine et qui contribuera à l'essor de la plateforme de Coloma où Inch'Allah, d'autres ambassades viendront s'installer. C'est pour le complexe diplomatique du Royaume du Maroc. Donc il y aura et la chancellerie et la résidence de l'ambassade. C'est un projet qu'on a démarré au début janvier 2025. Et Inch'Allah, on va le livrer au plus tard à juillet 2026. Ces visites de terrain traduisent la volonté des autorités, sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de suivre de près l'évolution des chantiers stratégiques afin d'assurer leur achèvement dans les délais et de garantir la qualité des infrastructures attendues. L'on a célébré ce mercredi 1er octobre la journée internationale des personnes âgées, couplée à celle de la journée mondiale de kinésithérapie. Ces deux journées visent le bien-être des personnes de troisième âge. Plus de détails avec Alkali Kobele Keita et Mohamed De Camara. Depuis plusieurs décennies, le monde rend un hommage vibrant aux personnes de troisième âge. La Guinée n'est pas en marge de cette reconnaissance à l'endroit des aînés. Ce 1er octobre, comme beaucoup d'autres par le passé, le gouvernement, à travers le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, célèbre la journée, couplée à celle de la kinésithérapie. Cette journée est une belle opportunité pour rendre hommage à nos aînés, gardiens de nos valeurs, de notre histoire et de notre mémoire collective. Le but assigné à la célébration de cette journée est de s'accorder sur les voies par lesquelles autorités et partenaires, société civile et opinion publique peuvent aider à réduire les problèmes associés au 3e et 4e âge. Cette journée internationale offre l'opportunité aux personnes âgées de se retrouver
faire la rétrospective de leur vie, se congratuler, souffler ensemble la bougie vitale et débattre des questions visant à améliorer leurs conditions de vie et formuler des plaidoyers auprès du gouvernement. Cette célébration de la 35e édition des personnes âgées amène le gouvernement guinéen et ses partenaires de s'engager en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de santé des personnes du troisième âge. En Guinée, comme dans de nombreux pays, les personnes âgées occupent une place de choix dans la transmission des savoirs, la médiation sociale et la cohésion des communautés. Elles incarnent cette résilience et cette sagesse dont nous avons tant besoin dans un monde en pleine mutation. Je suis autant heureuse qu'honorée de porter la voix du gouvernement à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées. Ce thème ne se contente pas de constater. Il accentue le leadership et relève que les personnes âgées sont loin d'être des bénéficiaires passifs. Véritables moteurs du progrès, les seniors apportent leurs connaissances et leur expérience dans divers domaines tels que l'équité en matière de santé, le bien-être financier, la résilience communautaire et la défense des droits humains. Représentant 7% de la population guinéenne, la santé de ces personnes âgées préoccupe les autorités. Sur place, une équipe du Centre national d'orthopédie a opéré une série de consultations gratuites. Au même moment, des prix honorifiques ont été attribués à certains centenaires et aux couples résilients qui ont 50 ans de vie commune. Traquer les criminels avec l'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction, mais une réalité en Guinée. 8 agents des services spéciaux viennent d'achever une formation intensive grâce à la coopération avec les États-Unis. On en sait davantage avec Maïmouna Bella Diallo et Aboubakar Amin Kamara. La coopération sécuritaire entre la Guinée et les États-Unis franchit une nouvelle étape. Pendant 10 jours, 8 agents des services spéciaux de la présidence chargés de la lutte contre le crime organisé ont bénéficié d'une formation de haut niveau. Objectif, maîtriser les outils d'intelligence artificielle pour mener des enquêtes plus rapides et plus efficaces. Dans la mise en œuvre des activités du plan d'action opérationnel de notre service, la formation est l'une de nos activités principales. Elle est cruciale pour l'atteinte de nos objectifs et s'inscrit en droite ligne des idéaux de refondation du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. C'est dans cette dynamique donc que nos cadres de notre service viennent de profiter de la part des autorités américaines d'une formation importante portant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. À l'issue de cette session, ces enquêteurs disposent désormais de nouvelles compétences pour identifier et traquer les criminels. L'intelligence artificielle est vraiment un atout dans le travail que nous menons chaque jour. Il est vrai que la technologie avance, nos connaissances doivent suivre. Avoir une formation là-dessus, à travers cette intelligence artificielle, nous avions compris qu'à l'aide de nos téléphones portables aujourd'hui, nous pouvons aller au-delà de ça. On est là pour donner un coup de main avec les services spéciaux. On veut travailler ensemble. C'est important que vous êtes dans la même technologie que tout le monde. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de certificats de reconnaissance, saluant l'engagement et la performance de ces agents. Un pas de plus dans le partenariat stratégique entre Conakry et Washington, avec en ligne de mire un renforcement durable des capacités de lutte contre le crime organisé en Guinée. Et voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.